Bonjour, Bonjour, ça va? ça va très bien. Et vous, docteur, ça va? Tu vas bien? On n'est pas encore en direct. Oui, on est en direct déjà. Ça y est? Oui. Ok, très bien. Ça va? Comment vas-tu, petit L? Alors, ça va très bien. Et vous, docteur, ça marche? Très, très bien. Alhamdoulilah. Très content d'être Alhamdulillah. d'être avec vous aujourd'hui. En attendant qu'il arrive, Oui. Qui doit il n'y a pas arriver? encore, même pas cette personne. Bien sûr, on va attendre. Je pense que on ne commencera pas à 19 heures exactement. On va attendre qu'il y ait du monde. Oui, D'accord? d'accord, Ça docteur. va? Tu me vois bien? Tu me vois bien? Je suis à la bonne Oui, hauteur? oui, oui. Très bien. Ok. Tu veux qu'on fasse un essai pour le partage d'écran ou c'est bon? Oui, ça va être mieux. On fait un essai? Oui. Ok. Alors, euh, voilà. Alors, est-ce que tu vois mon PowerPoint? Oui, Très bien. Parfait. Est-ce que tu vois la première diapo? oui, Tu vois la première diapo? Très bien. oui, Est-ce que c'est bon comme ça? oui. C'est bon, ça passe? Tu, Oui, tu docteur. vois que Tout va bien. ça défile? Ça défile? Oui, Très ça bien. défile. Ok. Donc, on va arrêter le partage. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Euh, Voilà. Alors, attends. Voilà. Maintenant, c'est bon. oui, C'est ça? oui. Ok. Très bien. Ok, c'est parfait. Ça va? La journée a été bonne? J'étais grave stressée Non, il ne faut pas que tu toute sois la stressé. journée. C'est rien du tout. C'est très bien d'apprendre à faire ça alors que tu es encore étudiante. Et je suis sûr que ça va susciter beaucoup, beaucoup de bonnes vocations, Inch'Allah. Inch'Allah. Détends-toi, relax, tout va très bien se passer. On va donner le temps aux gens Oui. pour se connecter et on essaiera de commencer vers peut-être 7h05, 7h10. Quel est le nombre Oui. minimum que tu veux avoir avant de commencer? 100 personnes. D'accord. Et on est à combien? On est 19. Très bien, donc ça avance. Oui. Les gens se Oui, connectent au fur et à il y mesure. a, on va essayer d'enregistrer le live. Ah, tu vas pouvoir enregistrer? Et oui, je vais essayer d'enregistrer. Inch'Allah. Parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas le temps de le regarder aujourd'hui en direct. Et donc, Oui, je pense qu'elles seront contentes si on peut leur donner un lien pour le revisionner. d'accord. Alors, pour les questions-réponses, comme on avait dit la dernière fois, tu vas les collecter, d'accord? Euh, Et à la fin, oui, quand je vais arrêter le partage, tu vas me lire les questions, d'accord? oui, oui. Voilà, très bien. On essaiera de répondre peut-être à une dizaine de questions, 10, 15 questions, d'accord? Ça dépendra si les réponses sont longues ou pas, ok? On va, je préfère qu'on laisse les questions à la fin de la présentation. Bien sûr, c'est à la fin, bien sûr. Tu vas les Oui, collecter et quand j'aurai oui, je vais fini, les collecter. Oui, oui, oui. voilà. Et quand j'aurai Oui, fini, Inch'Allah, j'arrête le partage d'écran et là, en direct, tu me poses les questions. Voilà. Et on d'accord. essaiera de répondre, comme j'ai dit, à entre 10 et 15 questions. Je pense que ça sera suffisant, Oui, Inch'Allah. En espérant qu'il y Inch'Allah. en aura autant. Voilà. Ça serait Oui, bien entre les questions
Et la conférence, ça serait bien de faire 2 heures, entre 1h45 et 2 heures. À 21 heures, on doit finir pour que les gens ne se fatiguent pas. D'accord. On est à combien maintenant? 28. Eh bien, ça va, ça s'accélère. C'est très bien. Oui. En plus, demain, c'est un jour férié en Algérie. Enfin, c'est dimanche. Donc, c'est dimanche chez vous, c'est notre dimanche à nous. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui pourront veiller, qui pourront donc regarder le live et nous poser les questions. C'est toujours bien de se connecter avant. Comme ça, on se prépare, qu'il n'y ait pas de problème technique. D'accord? Oui. Voilà. Ça permet On est 35 maintenant. 35, très bien. Donc, tu vois que ça avance, c'est normal. Il n'est même pas encore 19 heures. Donc, c'est tout à fait normal que les gens se connectent progressivement. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Sinon, comment ça se passe en Algérie? Tout va bien? Les études, c'est pas trop dur? Oui, ça va, tout va bien. Je Vous peux avez... même pas. Hein? Non, tu dois... Justement, je te parle pour te détendre. Tu as Oui. repris la fac ou pas? Ou est-ce que vous faites des cours à distance? Oui, on fait des cours à distance depuis le mois d'avril. D'accord. Et vous n'allez pas reprendre en présentiel? Oui, ça va être pour le 5 octobre. Ah, super. Très bien. Très, très bien. S'il vous plaît, on veut savoir tout ce qui concerne la classe 3 du A à Z, du diagnostic, du traitement. Merci d'avance. Oui, ça, on va essayer d'aborder tous les aspects concernant ce sujet. Alors, ça va être très difficile que je puisse répondre à cette question parce que tout savoir sur la classe 3 de A jusqu'à Z du diagnostic au plan de C'est traitement, infaisable pour une seule conférence. je pense qu'il faut 3 jours de cours. Donc, ce que je Oui. peux faire, c'est un jour vous m'invitez en Algérie, comme j'ai l'habitude de venir très souvent. Et là, je pourrais vous préparer quelque chose sur les classes 3, il n'y a pas de problème. Je vais essayer aujourd'hui d'aborder très modestement comment on peut gérer les classes 3 sévères. Je pense que c'est un aspect des classes 3 qui est très particulier, qui est difficile à traiter. Après, l'étiologie à elle seule, c'est tout un chapitre que je n'ai pas le temps, bien évidemment, de détailler aujourd'hui. Mais s'il y a des questions précises, à la fin de ma présentation, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'accord. C'est bien, les questions commencent à venir, c'est très bien. J'ai beaucoup d'amis en Algérie, des confrères, des consoeurs, des gens qui ont suivi mes cours et qui me suivent régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mes groupes WhatsApp. Je pense qu'ils vont être là. Il y a aussi beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs marocains qui vont être parmi nous. Et je pense qu'il y aura des questions intéressantes, Inch'Allah. En tout cas, j'espère. On est 42. C'est parfait. Je pense qu'à 19h05, 19h10, on sera à 100. Dès qu'on est à 100, tu me le dis et tu commences ton introduction. Je vais te laisser me présenter très succinctement et ensuite on pourra commencer, Inch'Allah. Alors, si j'ai bien compris, MIR, c'est une association des étudiants en dentaire de toute l'Algérie, c'est ça? C'est une organisation fondée par des étudiants en médecine dentaire de la faculté d'Alger en 2016. Nous, on est l'annexe de Blida, Wilaya de Blida. Très bien. Ça a été fondé en 2020, juin 2020. Ah, donc c'est tout récent. Et donc, oui. La page Facebook où est diffusé le live, c'est MIR uniquement de Blida. Oui. D'accord. Donc, ça ne sera pas diffusé dans
la page de Mire d'Alger, non? Non, D'accord. Très bien. C'est parfait. Ben, on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir nous rejoindre. Tu m'excuses un instant, s'il te plaît. J'arrive. d'accord, je vais partir. Ça va, ça progresse? On est 50. C'est pas mal déjà. À la faculté de Blida, il y a un programme de spécialité en orthodontie? La spécialité, c'est après la formation générale. Oui. C'est la Et même chose le Maroc, normalement. c'est ça. On Mais fera est-ce que... une formation générale, puis il y a le concours de résidana. C'est ça. Et oui, c'est la même chose au Maroc, C'est normalement. la- Et à Blida, on peut faire la spécialité d'orthodontie à Blida, c'est ça? Oui, normalement, oui. D'accord. Ok. On commence, docteur. On est 55. Comme tu veux. Je pense qu'on va donner encore 5 minutes et à D'accord, 19h10, on commence. Parce que d'accord, plus il y a de monde et mieux c'est dans l'intérêt général. Moi, ma conférence, je la connais. C'est pour que la plupart des gens puissent en bénéficier. Et plus il y a de monde, plus il y aura d'interactions et de questions par la suite. Une petite introduction sur l'ODF et votre point de vue sur cette spécialité. C'est Sarah Ribah qui demande une petite introduction. OK. Tout ça, je répondrai à la fin, Inch'Allah. D'accord. Je pense que le live sera diffusé simultanément, même si c'est sur la page d'Alger. Ah, super. Très bien. Ça, c'est top. Ça serait très bien, ça. En tout cas, moi, j'ai partagé avec tous les groupes WhatsApp avec lesquels j'interagis régulièrement. J'ai partagé sur Instagram, j'ai partagé sur Facebook. Donc après, il faut que le sujet intéresse les gens et que ce que j'ai à dire les intéresse. Voilà, pour qu'ils puissent nous joindre. Mais l'essentiel, c'est que je puisse honorer cette adorable invitation que vous m'avez faite. Je suis vraiment très, très fier et très, très content d'être parmi vous aujourd'hui et d'encourager cette initiative étudiante. Et je suis sûr que ça sera le début d'une longue collaboration, Inch'Allah. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment. Si je peux donner très modestement de mon temps et de partager avec vous les quelques petites choses que je sais, ça me fera un immense plaisir. C'est très généreux et très humble de votre part, docteur. C'est vraiment avec grand plaisir. Merci. Il y a Selma Mouissi qui dit: je vais essayer de partager ce live dans notre groupe de la faculté de Constantine. Oui, ça Très bien. sera. Oui, très. Bonsoir. Comment concevez-vous l'avenir de l'orthodontie? Alors, en répondant à cette question, je ne vais pas forcément faire plaisir à certaines personnes, mais je dirai ce que j'en pense.
Oui. Donc, je répondrai tout à l'heure. Donc, là aussi, c'est intéressant. C'est une bonne question d'ordre général, mais je donnerai ma lecture des choses. On est 110. Super. Objectif dépassé parce que les gens se sont connectés. Encore 2 minutes et on commence. À 19h10 sur mon PC, tu pourras commencer et the show must go on. Une minute et ça sera bon, Inch'Allah. Le sujet, c'est les classes 3 sévères, chirurgie ou camouflage. Oui. Ça va, tu es moins stressé? Pas vraiment. Ah, mais tu t'en sors très bien, il n'y a pas de souci. Oui. Je pense, Tihel, que tu peux y aller. Bismillah. Vas-y. D'accord. Alors, salam alaikum, bonsoir, chers consoeurs et confrères. Nous sommes honorés ce soir d'accueillir parmi nous un très grand monsieur, docteur Ali Ouazani, spécialiste en orthodontie du Maroc, Casablanca, pour un webinaire qui s'intitule Les classes 3 sévères, camouflage ou chirurgie. Avant de commencer, je vais essayer de vous raconter brièvement le parcours extraordinaire de notre cher invité, Dr Ali Ouazani. Alors, Dr Ali Ouazani est diplômé. Il a eu son doctorat en chirurgie dentaire, doctorat d'État, de la faculté de Casablanca en 1993. Puis il a eu son doctorat, diplôme spécialiste en orthodontie de la faculté de Bordeaux en 1997, juillet. Il est spécialiste en orthodontie linguale. Il est en pratique privée de plus de 20 ans. Il est membre dans l'association marocaine de l'orthodontie. Il est président de The Alexander Study Club au Maroc. Il est instructeur au sein de The Alexander Discipline Research for Orthodontics en Arlington, Texas, USA. Il a déjà donné beaucoup de formations et des conférences internationaux. Il a fait beaucoup de formations partout en Algérie, Constantine, Alger, Annaba. Nous sommes honorés de son participation, sa générosité, sa réactivité. Alors, le thème de ce webinaire sera les classes 3, camouflage ou chirurgie. Évidemment, la question qui se pose très souvent, quand est-ce que le traitement orthodontique se fait pour corriger les classes 3 et quand est-ce qu'on doit aller recours au traitement orthochirurgical pour les classes 3 sévères. Alors, sans trop tarder, je vais laisser la parole au docteur Ali Ouazani. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Tihel. Je suis extrêmement honoré et fier de cette invitation qui est très, très courtoise et très gentille. Et je tiens vraiment à encourager cette initiative de la part d'une association étudiante. C'est vrai qu'on a vu fleurir en période de Covid beaucoup de webinars faits par des organisations qui sont très, très bien installées. Moi-même, j'en ai donné 2 pour une autre page en Algérie. Et là, je suis vraiment surpris par cet engouement que vous avez et puis par cette très, très gentille invitation. Alors, mon parcours n'a absolument rien d'extraordinaire. Je suis un simple orthodontiste du privé à Casablanca et j'essaye très, très modestement de partager mon expérience et mon savoir. Donc, sans trop tarder, comme tu as dit, je vais partager mon écran et je vais commencer donc ma conférence sur les classes 3 sévères, camouflage ou chirurgie.
Donc, dès que je vais partager, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me dire si tout est bon et si on voit mes diapos? D'accord. Alors, est-ce qu'on voit ma première slide? Est-ce qu'on voit ma première diapositive? Ibtihal? Est-ce qu'on voit ma première diapositive? Oui, docteur. Est-ce qu'on voit ma première diapositive? Oui, oui, docteur. C'est vu Très classe 3, camouflage or surgery, oui. Parfait, parfait. Très bien. Alors, chers concerts, chers confrères d'Algérie, du Maroc et des autres pays, je suis encore une fois très, très honoré d'être face à vous ce soir pour répondre à l'invitation de l'association Mir Blida et pour vous parler d'un sujet qui est extrêmement, en tout cas je l'espère, extrêmement intéressant, à savoir les classes 3 sévères, camouflage ou chirurgie. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je vais me permettre de me présenter. Je suis Dr Ali Ouezani, je suis orthodontiste exclusif à Casablanca au Maroc. Je suis diplômé en orthodontie de la faculté dentaire de Bordeaux en 1997 et j'exerce exclusivement l'orthodontie depuis plus de 20 ans. Je suis également conférencier international et je donne des cours pour aider à la diffusion de la technique Alexander, que ce soit au Maroc ou dans certains pays comme l'Algérie et la Tunisie. D'ailleurs, vous pourrez remarquer sur les photos de cette diapositive qu'il y a 2 photos. Je suis en train de donner une conférence à l'occasion de la journée de la Société algérienne d'orthodontie en 2016, où j'avais été très, très gentiment invité. Les classes 3 sont probablement parmi les malocclusions les plus complexes à traiter, pour plusieurs raisons. D'abord par la difficulté de la prise en charge thérapeutique, mais également par l'étiologie qui est souvent multifactorielle. En effet, nous devons, lorsque nous traitons une classe 3, faire face à un facteur que nous ne contrôlons pas et qui est la croissance mandibulaire. Nous savons très très bien que la mandibule a un potentiel de croissance qui est prédéterminé génétiquement et on ne peut ni faire grandir une mandibule si elle ne veut pas grandir, ni la freiner si elle a un potentiel qui est excessif. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une mandibule, nous la regardons grandir. Prenons le cas des classes 2 par exemple. Si vous avez un patient qui a un potentiel, vous allez pouvoir corriger votre classe 2. Quoi que vous fassiez, vous allez pouvoir exprimer ce potentiel. Et si vous avez un patient qui n'a pas du tout de potentiel, vous pouvez faire ce que vous voulez, déplacer la mandibule vers l'avant comme vous voulez, vous n'y arriverez pas. C'est exactement la même chose dans les cas des classes 3. Si vous avez un vrai potentiel de croissance de classe 3, vous ne pouvez qu'essayer de compenser. Mais il est très difficile d'espérer freiner cette croissance mandibulaire. C'est pour ça que lorsque vous êtes face à un patient jeune qui vient chez vous au cabinet ou dans votre exercice à la fac, il ne faut jamais s'engager auprès des parents. Ne jamais leur dire, dans 2 ans, ça sera fini. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir comment cette mandibule va réagir à la fin de la croissance. Ce sont des traitements qu'on commence tôt et qu'on finit très, très tard. Donc, ne jamais s'engager ni sur la date, ni sur le résultat final. Parce que souvent, on a des croissances résiduelles explosives qui font qu'un cas que vous avez fini à 13 ou 14 ans peut récidiver à 18 ou 19 ans. Mais en même temps, et c'est tout le paradoxe, vous ne pouvez pas ne rien faire. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à la chirurgie alors qu'il vient vous voir à 11 ou 12 ans.
sous prétexte que ça risque de récidiver. Parce que quelquefois, même très souvent, lorsqu'on essaye, on arrive à contrôler la situation. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans cette présentation. La deuxième chose est que très souvent, ce qui rend les classes 3 difficiles, c'est qu'elles ne sont pas uniquement isolées dans un problème antéro-postérieur. Il y a souvent un décalage vertical et ou transversal associé, ce qui rend le traitement beaucoup plus complexe et ce qui amène souvent à un traitement chirurgical. Alors, est-ce que toutes les classes 3 sévères sont chirurgicales? Heureusement, non. Ceci étant dit, William Profit, dans un article paru en 2001, a prouvé que près de 47% des patients qui vont en chirurgie sont des classes 3. Donc, les classes 3 représentent près de 50% des indications chirurgicales. Dans ces 40%, 20% ont un excès mandibulaire, 17% ont un déficit maxillaire et 10% sont des classes 3 mixtes. Quels sont les cas où l'indication est chirurgicale sans aucune hésitation? William Kerr, dans un article publié dans le British Journal en 1992, a montré que lorsque l'ANB est inférieur à moins 4 degrés et lorsque nous avons une incisive inférieure qui est repositionnée plus de 83, on ne peut pas compenser. Le cas devient définitivement chirurgical. Stelzig et Eisenhower a comparé deux groupes de patients. Le premier était un groupe qui était définitivement chirurgical. Le deuxième était un groupe de patients qui pouvaient être traités définitivement sans chirurgie, par l'orthodontie seule. Et il a essayé de savoir quels étaient les critères de divergence, quels étaient les points qui étaient différents entre un groupe qui devait se faire opérer et un groupe qui pouvait être traité uniquement par l'orthodontie. Et il a identifié 4 points. Le premier, c'est l'AOPO, ce qu'on appelle l'indice de Witt. Le deuxième, c'est le ratio, le rapport maxillomandibulaire. Le troisième, c'est l'angle goniaque, ce qui montre l'implication du sens vertical notamment. Le quatrième étant la distance célion-nasion. Et parmi ces 4 points, celui qui était le plus significatif cliniquement était l'AOPO. Alors voici une patiente pour laquelle il n'y a absolument aucun doute. C'est une patiente qui était venue me voir lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans et elle avait tous les critères d'un cas orthodontico-chirurgical. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, j'ai demandé aux parents d'attendre et je l'ai commencé vers 16-17 ans et on l'a opéré. Voici le cas avant, après la chirurgie et 6 ans après la fin de la chirurgie. Et regardez, pas uniquement la stabilité dentaire, mais regardez l'amélioration du profil. Donc, il y a des situations où la chirurgie est inévitable. Maintenant, faire un traitement chirurgical n'est pas anodin, à plusieurs titres. D'abord, la lourdeur du protocole chirurgical, ensuite, le coût financier, et puis surtout, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est l'impact psychologique. Parce que lorsque le patient se fait opérer, il change d'apparence physique. Il faut qu'il soit capable d'accepter ce changement. Il faut que lorsque le patient vient vous voir et que vous lui proposez de la chirurgie, qu'il soit sûr d'accepter son nouveau visage. Imaginez-vous, vous réveillez un matin, vous regardez dans la glace et ne pas vous reconnaître. Et ça peut entraîner énormément de problèmes d'ordre psychologique. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, comme la France, comme les États-Unis, on fait faire une consultation psychologique au patient avant la chirurgie pour être sûr qu'il va accepter ce changement. Et c'est pour ça que nous sommes aussi en droit de nous poser cette fameuse question, est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on a la possibilité de faire du camouflage? Alors, que dit la littérature? Birt Melsen, dans son livre très connu, L'orthodontie de l'adulte, a cité Cassidy et Lyle Johnston, qui ont
trouvé qu'en analysant les rapports bénéfices-risques à la fin du traitement, l'option conservatrice, c'est-à-dire le camouflage dans les cas limites qu'on appelle borderline, était probablement la meilleure option. Quelle est la limite de ce camouflage? Nikia Burns, dans un article publié dans les JO, a trouvé qu'une grande majorité de dysplasies squelettiques, de décalage squelettique de classe 3, peuvent être camouflés par des compensations dentaires sans qu'il y ait un effet délétère sur le parodonte, à condition que la position de l'incisive supérieure par rapport à SN ne dépasse pas 120 degrés et que l'incisive inférieure ne soit pas redressée au-delà de 80 degrés. Dans ces limites, dans ces conditions, on peut très souvent améliorer le profil tout en respectant la gencive. Cependant, il faut bien évidemment poser un diagnostic qui va être précis et surtout définir des objectifs de traitement très réalistes. Ceci est nécessaire pour éviter des séquelles indésirables. Ne pas essayer d'aller décrocher la lune. Nous ne sommes que des orthodontistes. Si on peut camoufler dans le cadre de limites physiologiques et de limites de stabilité, tant mieux. Sinon, il faut procéder à un traitement orthodontico-chirurgical. Donc, je répète, dans les cas limites, l'option de camouflage reste probablement plus bénéfique. Et lorsqu'on camoufle, il ne faut pas dépasser 120 degrés pour l'incisive supérieure et 80 degrés pour l'incisive inférieure. Alors, quels sont les critères qui vont nous permettre d'espérer avoir un bon résultat par le camouflage? Quels sont ce qu'on appelle des facteurs de bon pronostic? C'est ce que je vais vous présenter tout de suite en m'appuyant sur des cas cliniques. Le premier élément, c'est la croissance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque un patient en classe 3, même très sévère, vient vous voir alors qu'il y a encore de la croissance, vers 12 ans, 13 ans, je pense très sincèrement que nous n'avons pas le droit de le condamner à la chirurgie. Nous sommes obligés de faire quelque chose parce que très souvent, ça peut marcher. On peut améliorer la situation. Et comme vous allez le voir pour le cas de cette jeune fille, l'impact sera non seulement physique, mais psychologique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Hiba, qui avait 13 ans et qui est venue me voir avec ses parents. Alors, cette jeune fille a une histoire très particulière parce qu'elle habite à 700 km de Casablanca. Elle habite au nord-est, à Oujda, quasiment à la frontière avec l'Algérie. Et elle a été voir un ami à moi orthodontiste qui l'a vu et qui m'a appelé très modestement en me disant « Écoute, j'ai vu une patiente avec un cas tellement complexe que je ne pense pas être capable de la traiter. Donc, je lui ai demandé d'aller te voir, essaye de faire quelque chose. » Donc, j'ai été très honoré par cette confiance et j'ai effectivement reçu cette patiente qui faisait à chaque fois 7 heures de route aller et retour pour venir au cabinet. Donc, lorsque vous la voyez, et c'est dommage que vous ne puissiez pas voir les yeux, la première chose qui m'a choqué chez elle, c'est qu'elle portait toute la misère du monde sur ses épaules. Cette patiente était triste, elle était malheureuse, parce qu'elle était complexée par son apparence physique et dentaire, et vous allez comprendre pourquoi. Elle pleurait constamment, même en venant chez moi au cabinet. Elle ne voulait plus aller à l'école parce qu'elle était moquée par ses copines. Alors, lorsqu'on voit son visage, elle est hyper divergente, elle a un visage qui est long, elle a une déviation de la mandibule vers la gauche, et regardez son profil, il y a une aplasie totale du maxillaire, il y a une projection de la lèvre inférieure vers l'avant, les pommettes sont complètement inexistantes. Mais regardez ce que j'ai trouvé en ouvrant la bouche. C'est probablement le cas de classe 3 le plus difficile que j'ai eu à traiter. Elle est en classe 3 totale, molaire et canine. Elle a une déviation de la ligne interincisive supérieure à droite et de la ligne interincisive inférieure à gauche parce que toute la mandibule est décalée à gauche. Elle a beaucoup d'encombrements aux deux arcades, nous allons voir les vio-occlusales, un articulé inversé, évidemment, beaucoup d'encombrements, et elle a également une position palatine de la 12, mais aussi de la 22. Cette patiente-là, il n'est pas possible de la laisser comme ça.
il fallait faire quelque chose sur un plan psychologique principalement. Regardez les vies occlusales, il y a encore la racine d'une dent de lait, regardez la quantité d'encombrement à l'arcade maxillaire, mais également à l'arcade mandibulaire. Radiologiquement, la panoramique ne montre rien de particulier, si ce n'est une polpotomie sur la 36. Et puis, regardez la téléradiographie de profil. Regardez cette belle mandibule qui est projetée vers l'avant, avec une incisive supérieure qui commence à compenser et une incisive du bas qui est assez droite. Mais on comprend bien qu'il y a un déficit maxillaire, qu'il soit transversal d'ailleurs, ou antéro-postérieur, avec une langue qui est l'une des étiologies. Et là, on a fait une langue qui est assez volumineuse, mais le papa est classe 3. Donc, j'avais en plus une double étiologie qui était d'ordre fonctionnel, de par la langue, mais également d'ordre héréditaire, ce qui rendait encore plus difficile le contrôle de cette mandibule, de cette croissance. Pour résumer le diagnostic, classe 3 squelettique hyperdivergente, classe 3 totale droite et gauche, des encombrements assez sévères aux deux arcades, un articulé inversé antérieur et latéral, une latérognathie à gauche et un profil prognatique, sans parler d'un impact et d'un préjudice esthétique très important. Que fallait-il faire? Laisser cette jeune fille et dire aux parents, non, je ne vais rien faire, on va attendre 18 ans et l'opérer? Comment auriez-vous voulu qu'elle grandisse? Elle était extrêmement complexée. On aurait complètement abîmé son intellect. J'ai donc décidé, sans aucun engagement vis-à-vis des parents, d'essayer quelque chose. Je leur ai dit, écoutez, je vais faire de mon mieux, je ne vous garantis rien. Ce que je peux vous garantir, c'est que je ferai le maximum pour améliorer la situation. Et quoi qu'il en soit, on obtiendra quelque chose. J'ai donc décidé de faire de la disjonction. J'avais un déficit transversal, donc il fallait élargir. Une manière aussi pour moi, lorsque je fais de la disjonction, non seulement de créer de l'espace, mais d'avoir une projection du maxillaire vers l'avant, ce qui est un effet bénéfique lorsqu'on fait de la disjonction chez les classes 3. J'ai extrait les 4 premières prémolaires, 14, 24, 34, 44. Ce n'est pas du tout le schéma classique d'extraction qu'on fait dans les cas de classe 3. Mais j'avais un tel déficit de place que j'avais besoin d'extraire devant, notamment au maxillaire, pour loger les incisives latérales. Les extractions, ce n'était pas pour corriger ma classe 3. Ce qui allait corriger ma classe 3, c'est mettre le masque de Delair, fermer mes espaces à la mandibule et mettre mes élastiques de classe 3. Et une fois que j'aurais fini, j'allais mettre une gouttière thermoformée avec une enveloppe linguale nocturne pour venir contrôler la langue le soir. Et puis, vous allez le voir, un fil de contention de prémolaire à prémolaire pour éviter la réouverture de l'espace due à la pulsion linguale. Alors voilà, 1 mois après l'installation du disjoncteur, où j'ai bloqué le vérin en mettant du composite flow. Et vous voyez que j'ai gagné transversalement, mais que j'ai encore un déficit d'espace énorme. Sans les extractions, je ne peux pas corriger le problème. Et me voici un peu plus tard dans le traitement. Une fois que j'ai bloqué mon vérin, j'ai tout de suite fait mes extractions à l'arcade mandibulaire. Et j'ai commencé à aligner et à fermer mes espaces en bas en m'appuyant sur mon disjoncteur avec des élastiques de classe 3. Dès que je n'ai plus besoin du disjoncteur, je l'ai déposé et je l'ai remplacé, vous allez le voir, par un arc de Nance, et j'ai pu bracter mon arcade maxillaire après avoir fait les extractions. Et vous remarquerez que j'ai placé ce qu'il y a en jaune, ce qu'on appelle des lace-backs. Ce sont des ligatures longues qu'on met sous le fil qui vont permettre de reculer les canines pendant qu'on les aligne. Donc en haut, je suis sur mon premier arc d'alignement qui est un 0,16 niti thermique avec aussi un petit ressort qui va m'aider non seulement à centrer mes incisives de la droite vers le milieu, mais qui va continuer à pousser ma canine en plus du laceback. Du côté gauche, j'ai mis uniquement le laceback et ma canine est en train de reculer. Et les incisives vont suivre justement vers le centre le recul de la 23.
Et comme j'ai un arc de Nance, je ne vais pas perdre de l'ancrage, qui est une réaction secondaire de ces lace back. À l'arcade mandibulaire, regardez comment mes espaces sont presque fermés et regardez comment mon articulé inversé commence à se corriger. Et à ce stade, je n'ai pas encore commencé mon masque de Döhler. Regardez occlusalement, voici l'arc de Nance que j'ai placé immédiatement après la dépose du disjoncteur et qui a deux objectifs. D'abord, un ancrage transversal, mais également un ancrage antéro-postérieur parce que j'avais tellement besoin de place que je ne pouvais pas me permettre de perdre de l'ancrage. Alors que normalement, dans les classes 3 plus simples, on extrait 15-25 pour perdre de l'ancrage. Dans ce cas, je ne pouvais pas me permettre à cause de la quantité d'encombrement. Et c'est pour ça que j'ai renforcé mon ancrage et que j'ai extrait en avant. Et puis, vous pouvez voir à l'arcade mandibulaire les espaces qui sont en train de se fermer et je mets en même temps des élastiques de classe 3 léger. Vous remarquerez également que je n'ai pas pris en charge mes deuxièmes molaires parce qu'elles étaient hyper divergentes et je ne voulais pas augmenter le sens vertical. C'était un cas favorable parce que les deuxièmes molaires, justement, étaient bien alignés. Me voici encore un peu plus loin. J'ai fermé mes espaces aux deux arcades et j'ai consolidé ces espaces par ce qu'on appelle des arcs de finition ou de stabilisation qui sont des 17-25 acier oméga ligaturé. Je vous rappelle que je travaille en technique Alexander et que mes gorges sont de dimension 18-25. Donc, je place des arcs qui sont presque full size. Et sur ces arcs, j'ai commencé des élastiques de classe 3 encore plus forts et j'ai installé mon masque de Döhler que j'accroche sur les crochets qu'il y a sur les incisives latérales maxillaires. Donc, j'ai réglé mon problème de place, ça y est, et maintenant, j'attaque la correction de mon décalage par un masque de Döhler qu'elle met le soir et à chaque fois qu'elle est à la maison, et des élastiques qu'elle met 24 heures sur 24. En l'occurrence, à ce stade, c'était un élastique unilatéral. C'était uniquement du côté droit parce que j'avais une déviation vers la gauche, rappelez-vous, de la mandibule. Regardez les vues occlusales, les formes d'arcade sont déjà construites et vous remarquez une rotation au niveau de la 32. Cette patiente vivant loin, elle a cassé une ligature lorsqu'elle était chez elle et la dent est tournée. Et lorsqu'elle est venue me voir, je ne voulais pas casser la dynamique de la correction. J'ai continué à travailler sur la dent comme ça et j'allais la réaligner plus tard dans le traitement lorsque je vais entamer les finitions. Et voilà le traitement fini. Regardez cette patiente, regardez ce sourire et regardez ce profil. J'adore voir cette photo parce que cette patiente a complètement changé au niveau psychologique. Et c'est ça pour moi le principal bénéfice. Maintenant, elle sourit, elle vient au cabinet avec beaucoup de confiance, elle va à l'école, elle est heureuse de vivre et elle va vivre une adolescence qui va être très équilibrée. Bien sûr qu'il y a également un bénéfice dentaire et esthétique, puisque regardez son profil. Quand on la voit comme ça, on n'aurait jamais imaginé, et vous allez voir le comparatif, qu'elle était classe 3 auparavant. Regardez le résultat occlusal. J'ai pu récupérer une très bonne classe 1 molaire et canine, la concordance des milieux. Bien sûr que les dents sont en position de compensation, c'est-à-dire que le haut est très légèrement vestibulé et le bas est très légèrement repositionné, mais c'est le principe même de la compensation dans un cas de classe 3. Regardez les vues occlusales, tout est parfaitement équilibré, et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai prolongé ma contention à l'arcade mandibulaire jusqu'au prémolaire, puisque cette patiente avait une langue qui poussait. Je voulais éviter d'avoir une réouverture d'espace. Je travaille avec un fil qui est un fil dead soft, c'est-à-dire un fil de contention qui est passif. Il suffit de l'appliquer et ça se colle très facilement et ça favorise justement le collage jusqu'au prémolaire. Bien évidemment, il faut faire attention parce que la zone la plus fragile se situe entre la canine et la prémolaire, donc il faut surveiller ces contentions. Voici les radios de contrôle.
regardez comment les panoramiques sont parfaitement équilibrées. On va même pouvoir peut-être gagner les dents de sagesse, sinon il faudra les retirer. Et puis, regardez la téléradiographie de profil et vous pouvez voir que l'incisive supérieure est légèrement vestibulée pour venir compenser le décalage de classe 3 et l'incisive du bas est bien centrée dans sa symphyse avec un profil qui est extrêmement équilibré. Et regardez avant, après. Est-ce qu'il fallait dire aux parents ne faites rien, attendez la chirurgie? Absolument pas. Si c'était à refaire, j'aurais fait les choses exactement de la même manière. On a rendu service à cette patiente. Et je vais vous montrer une photo qui me tient à cœur. La voici avec ses parents. Lorsqu'on a fini le traitement, c'était quelques semaines avant le confinement. Et donc, le papa, que je n'avais jamais vu, était venu pour me remercier. Et ils ont voulu prendre une photo avec moi. Et en retravaillant mes photos, je me suis mis à lire ce qu'il y avait sur le polo ou le suite de cette jeune fille. Et il était écrit la chose suivante. I'm not here to be average, I am here to be awesome. Je ne suis pas là pour être moyenne, je suis là pour être extraordinaire. Et j'ai trouvé que c'est bien sûr le fruit du hasard qu'elle ait acheté ce polo et qu'elle l'ait mise le jour où il est venu déposer son appareil, mais que ça reflétait exactement le changement qu'il y avait eu chez cette fille. Elle est venue chez moi la première fois en pleurant à chaque fois qu'elle s'asseyait sur le fauteuil et elle est ressortie avec cette confiance en elle et ce sourire. Et pour ça, ne serait-ce que pour ça, le traitement valait le coup. Ne serait-ce que pour ça, il faut tenter lorsque vous avez un patient en croissance. Bien évidemment, ce n'est pas fini. Bien évidemment, il faut contrôler. Bien évidemment, il y a un risque que la mandibule reparte un peu en avant. Pour l'instant, ça fait 6 mois à peu près. Tout est stable. Mais quel est le pire? Le pire, c'est que ça reparte un peu. Eh bien, au moins, cette fille, elle s'aime, elle sourit, elle vit. Et s'il y a une récidive, eh bien, parce qu'il y a un peu de croissance résiduelle, ça ne sera jamais la même chose que si on n'avait rien fait lorsqu'elle avait 13 ans, parce que la situation se serait énormément aggravée. Et à ce moment-là, on gérera en fonction de la situation. Mais Dieu merci, pour l'instant, c'est parfaitement stable. Donc, premier facteur, lorsque vous avez un patient qui a de la croissance et qui présente une classe 3, même très sévère, allez-y, faites ce que vous pouvez faire, vous lui rendrez service. Deuxième facteur, c'est lorsque nous avons la possibilité de mettre en place une mécanique de traitement efficace. Et pour cela, vous devez avoir confiance dans votre manière de travailler et dans la philosophie de traitement que vous utilisez. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans le cas de Kenza, qui est venue me voir à l'âge de 15 ans. La voilà Kenza, c'était une jeune fille assez corpulente. On le voit d'ailleurs lorsque on fait attention à son visage de face. Elle est hyper divergente. Elle a une belle mandibule qui est légèrement décalée vers la droite. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, la plupart des classes 3 sévères ont une composante transversale. Je vais vous montrer 5 ou 6 cas et vous allez voir que dans pratiquement tous ces cas, il y a un décalage transversal. Lorsqu'on la voit de profil, la classe 3 est moins évidente, mais vous allez voir comment elle va évoluer par la suite. Par contre, quand elle ouvre la bouche, c'est quand même assez sévère. Alors, essayons de voir. La première chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la béance. Elle a une béance de prémolaire à prémolaire. Elle a, de par cette latérognathie, la mâchoire qui est déviée vers la droite, donc les milieux du bas sont déviés vers la droite. Elle a une mauvaise hygiène qu'elle va garder tout le traitement, je vous rassure. Et puis, elle a également encore les traces de fraisage parce que cette patiente venait de sortir d'un autre cabinet où malheureusement, on n'a pas réussi à lui obtenir un résultat convenable et elle est venue me voir en espérant que je puisse améliorer la situation. Mais je ne vous cache pas encore une fois que lorsque je l'ai vue, je ne me suis pas engagé avec les parents. J'ai dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait qu'elle m'aide et que dans ces conditions-là, si tout va bien, on va réussir à améliorer la situation. Alors, vous pouvez voir également en arrière des dents une langue extrêmement volumineuse. Et c'est cette langue volumineuse qui a provoqué la béance. D'ailleurs, faites attention à l'arcade mandibulaire. Regardez la courbe de Spey à l'arcade mandibulaire et inversez. Vous avez un double plateau
vous avez un plateau postérieur et un plateau antérieur. Et lorsque vous avez des situations pareilles, soyez sûr que c'est dû à la langue qui s'interpose à chaque fois que la patiente veut avaler. Et elle empêche les incisives dégraisser. Donc ça, c'est assez significatif et caractéristique des langues volumineuses, lorsque vous avez une courbe de spé mandibulaire qui est inversée avec un double plateau. Vous avez également un autre signe, c'est lorsque vous voyez des arcades aussi larges, et notamment l'arcade mandibulaire. Il n'y a pas d'encombrement parce que la mandibule, la langue, pardon, est tellement présente à l'arcade mandibulaire qu'elle imprime sa marque. C'est ce qu'on appelle une arcade mandibulaire en bénitier. C'est très rare de trouver des encombrements chez des patients avec des langues aussi grandes et aussi musculaires, si vous voulez, aussi toniques, voilà, et qui ont une fonction aussi importante. Voici ces radios. Alors, on peut bien voir sur la panoramique, justement, ce dédoublement du plateau occlusal mandibulaire, et puis on voit l'hyperdivergence avec la béance. Et regardez encore une fois cette belle mandibule. Alors, elle a 15 ans. Lorsqu'on voit une mandibule pareille, on ne peut pas lui faire confiance. On sait qu'elle risque de partir en avant, donc il faudra la contrôler. Alors, encore une fois, que faut-il faire? Laisser cette patiente jusqu'à 18 ans, laisser la béance s'aggraver, empêcher cette patiente de mordre, de manger, parce que c'est ça le problème. Elle n'arrivait pas à croquer, ni une salade, ni mordre un chewing-gum, ni couper un spaghetti, parce qu'elle avait cette béance. Donc, il faut faire quelque chose. Sinon, ça va s'aggraver. Le diagnostic en résumé, une classe 3 hyperdivergente. Elle était par contre en classe 1 molaire, droite et gauche, des encombrements modérés surtout au maxillaire. Par contre, une béance importante avec une étiologie linguale, la mandibule décalée vers la droite et un profil assez prognatique. Qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, j'ai mis une grille anti-langue. Lorsque vous avez une implication linguale, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous ne bloquez pas votre langue. Ça ne sert à rien, vous n'arriverez à rien. Et la meilleure manière, d'après ma modeste expérience, c'est de mettre une grille anti-langue. Parce que vous allez tout de suite, anatomiquement, empêcher la langue de venir s'insérer entre les dents. Et puis, ça va être un rappel pour le patient. À chaque fois qu'il veut avaler, la langue vient s'empaler sur la grille anti-langue. Et comme en plus, on demande de la rééducation orthophonique à ces patients-là, ça aide même l'orthophoniste pour que le patient trouve un repère anatomique. Je ne vous cache pas que cette patiente n'était pas une très bonne patiente. Elle ne se brossait pas bien les dents. Vous allez voir ce qu'elle va me faire pendant la période de contention. Et donc, elle n'a pas été faire de la rééducation. Malheureusement, mais comme je dis souvent, nous sommes aussi bons que nos patients. Si le patient ne nous aide pas, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. J'ai ensuite bracté l'arcade maxillaire avec un protocole de collage spécifique, spécial béance. Je vais le détailler. Une fois que j'ai stabilisé le haut avec mon arc de finition, j'ai commencé un masque de Dehler. J'ai ensuite travaillé à l'arcade mandibulaire en la supportant avec des élastiques de classe 3 et des élastiques verticaux. Une fois que j'ai fini, j'ai mis une gouttière thermoformée avec une ELN, toujours pour contrôler la langue, et un fil collé à l'arcade mandibulaire. Bien sûr, il n'y a pas eu d'extraction. Alors, voici le collage spécifique à la béance. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un patient en béance, vous devez coller toutes les dents qui sont en contact très occlusalement. Vous baissez votre hauteur de collage de 0,5 mm à peu près et vous augmentez la hauteur de collage des dents qui sont concernées par la béance d'un demi-millimètre. Donc, vous créez un décalage d'1 millimètre. Et regardez comment on va faire le fil. Ça, c'est uniquement à l'arcade maxillaire. Regardez le fil. Regardez, ça, c'est le jour du collage. Regardez comment il va s'incurver pour venir rattraper les dents, les dents antérieures qui sont dans la béance. Et lorsqu'il va avoir tendance à reprendre sa position, sa forme, il va égraisser les incisives et les canines et il va, quelque part, engraisser, ne serait-ce que de manière relative, les secteurs postérieurs. Et ça aide énormément
à la correction de la béance. Un peu plus tard dans le traitement, j'ai tout de suite, dès que j'ai pu stabiliser mon arcade maxillaire par un arc 17-25 en acier, j'ai commencé ma traction avec mon masque de Döhler et j'ai bracté mon arcade mandibulaire. Sauf que j'ai supporté mon arcade mandibulaire tout de suite par des élastiques verticaux et par des élastiques latéraux tendance classe 3. Donc tout de suite, je contrôle mes incisives et je ferme ma béance. Regardez en vue occlusale la grille anti-langue qui me contrôle ma langue pendant toute la durée du traitement. D'accord? En bas, vous voyez qu'il y a une chaînette parce que lorsque j'ai attaqué avec mes élastiques de classe 3, j'ai également fait un peu de stripping pour m'aider à repositionner ma mandibule. Donc, ma mécanique de classe 3 et mon stripping m'ont créé des espaces que j'ai fermés avec une chaînette. Une fois que j'ai stabilisé aussi mon arcade mandibulaire, bien sûr, la patiente continuait à grandir et elle grandissait avec un décalage vers la droite. Donc, j'ai pu mettre un élastique qu'on appelle croisé antérieur, un élastique midline, pour ramener ma mandibule de la droite vers le centre. Et vous pouvez voir également que dans mon arc de stabilisation à l'arcade mandibulaire, j'ai laissé une petite courbe de Spey, d'accord, légèrement accentuée pour aider à fermer la béance. Et encore une fois, mes deuxièmes molaires mandibulaires ne sont pas prises en charge pour éviter de les égresser. Une fois que j'ai corrigé transversalement, j'ai commencé mes élastiques de finition sous forme d'élastiques antérieurs et sur les côtés, ce qu'on appelle des finishing élastiques, qui sont des élastiques particuliers avec une configuration de M avec une queue et qui permettent de parfaire l'engrainement. Et voilà le résultat final. Regardez le sourire de Kenza et regardez son profil. Malgré le traitement, la mandibule a continué à partir en avant. C'est normal, je ne peux pas l'arrêter. Mais le maxillaire également est parti sous l'effet de la mécanique de classe 3 et sous l'effet du Döhler. Mais malgré ça, elle a une apparence encore plus prognatique. D'ailleurs, vous devez le savoir, quand vous traitez les classes 3, ne croyez pas qu'à la fin du traitement, vous allez les transformer en classe 2. Ils auront toujours une petite apparence de classe 3, surtout quand on a un menton aussi fort que celui de Kenza. Et regardez le résultat occlusal. Classe 1 molaire, canine, un bon engrainement, un bon recouvrement. Comment s'est corrigée ma béance? C'est par égression des incisives. Alors, les études scientifiques aujourd'hui et la preuve scientifique ont montré qu'on a beaucoup plus de stabilité lorsqu'on corrige les béances par ingression des molaires, maxillaires et mandibulaires. Mais, dans le cas de Kenza, lorsqu'elle souriait, on ne voyait pas les incisives dans son sourire. On était obligé dégraisser pour lui créer un sourire. Et c'est ce qu'on a fait. Voici les vues occlusales. Elle porte le soir une gouttière thermoformée avec une enveloppe linguale nocturne et un fil collé. Mais vous allez voir que malheureusement, à un moment, elle va arrêter toute seule de mettre la gouttière et vous allez voir le résultat quelques années après. Voici les radios. Donc, tout va bien. Et voici avant-après. Alors, encore une fois, fallait-il attendre 18 ans et faire de la chirurgie? Absolument pas. On était obligé, à juste titre, de lui faire un traitement. Ma mécanique me le permettait. J'avais des facteurs de pronostic favorables, donc j'ai traité le cas. Qu'en est-il 3 ans après? Cette patiente, quand je l'ai terminée, j'ai commencé le traitement de sa sœur, qui a également une classe 3, mais qui est moins sévère. Donc, j'ai eu l'occasion de la revoir. Et la voilà, 3 ans après. Regardez le sourire, il est toujours parfaitement équilibré. Et regardez sa mandibule, qui continue à grandir. Elle est encore plus classe 3. Mais comment voulez-vous que je puisse bloquer cette mandibule? Je n'en ai pas la possibilité. La seule chose, encore une fois, c'est de dire aux parents, vous savez, une fois qu'elle aura fini, on va réévaluer. Et on va voir si c'est stable et acceptable, tant mieux. Sinon, on aura toujours la possibilité de reprendre peut-être un petit traitement juste pour corriger s'il y a une petite classe 3 qui réapparaît. Mais regardez, 3 ans après, c'est relativement stable. La béance a récidivé un tout petit peu. Pourquoi?
Parce que mademoiselle, au bout de quelques mois, au bout de même pas, je pense, un an, a arrêté toute seule, sans le demander à personne, sa gouttière thermoformée qui me bloquait la langue. Donc, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas mis sa gouttière pendant pratiquement 2 ans, c'est relativement très, très stable, que la langue a été relativement gentille. Je suis certain qu'en continuant à mettre sa gouttière, on aurait eu moins de récidives au niveau de la béance. Est-ce que malgré ça, ça valait le coup de la traiter? Bien sûr que ça valait le coup de la traiter. C'est une évidence. Troisième facteur de bon pronostic qui doit nous encourager à tenter, c'est lorsqu'on a des dents dans de telles positions qui nous permettent de compenser, la possibilité de compensation. Parce que, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous le cas chirurgical que j'ai montré en début de présentation. Les dents étaient déjà compensées. On ne pouvait pas compenser davantage. Et heureusement, c'était le cas de Abdelkrim, qui avait 19 ans et qui est venu me voir dans cette situation. Alors, j'aimerais développer en vous ce qu'on appelle le sens clinique. Souvent, on me dit, oui, comment tu as fait pour savoir qu'il était chirurgical ou pas, qu'il était en bipro, est-ce que tu as vu la céphalo? Mais il y a souvent les cas où on n'a pas besoin de voir la céphalo, c'est juste un examen complémentaire. Lorsque vous voyez le visage de ce jeune homme, on comprend très bien qu'il y a un gros souci. Regardez la divergence, regardez la bipro, regardez la lèvre inférieure, regardez son sourire qui est totalement, on va dire, déséquilibré. Et à juste titre. Parce que lorsqu'il ouvre la bouche, voilà ce qu'on trouve. Alors, je suis désolé pour la photo en bas à gauche. Elle est légèrement floue, mais on arrive quand même à distinguer. Alors, essayons de faire un peu le descriptif. Alors, déjà, un état dentaire très délabré avec beaucoup de restauration, beaucoup de composite. Il était en full classe 3 à droite, donc molaire et canine, légère classe 3 à gauche. Regardez la superposition entre la 23 et la 22 qui était palatine, l'articulé inversé, la béance, les incisives supérieures qui sont décalées à gauche et l'encombrement à l'arcade mandibulaire. Regardez la superposition de la 23 avec la 22. Radiologiquement, regardez la panoramique avec tous les traitements canalaires, tous les soins, et regardez surtout la télé. Regardez cette divergence, elle est vraiment effrayante. Hein. On a vraiment une mandibule qui est presque complètement verticale. Et surtout la symphyse. L'incisive, on a l'impression, l'incisive du bas, on a l'impression qu'il suffit d'accueillir, elle va venir. Donc il faut faire très attention dans des cas similaires. Il faut repositionner juste ce qu'il faut. Sinon, vous allez sortir les racines de leur enveloppe osseuse. Alors, on était face à un patient classe 3 squelettique hyperdivergent, classe 3 molaire et canine à droite, un articulé inversé, des encombrements très sévères, le milieu du haut qui est dévié vers la gauche avec la 22 qui était palatine, une béance et un profil qui était disgracieux et prognatique. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il avait 19 ans, il était en âge chirurgical, on aurait pu l'opérer, mais vu la position des dents, je savais qu'on pouvait le faire uniquement par de l'orthodontie. J'ai donc décidé d'extraire la 15 parce que j'étais en classe 3 à droite et j'avais très peu d'encombrement à droite, donc je pouvais me permettre de perdre de l'ancrage. J'ai extrait par contre la 24 parce que j'avais besoin d'espace immédiatement en arrière de la 23 que je devais loger et ouvrir l'espace pour la 22. Et en bas, bien sûr, 34-44. J'ai mis un arc de Nance dans un premier temps parce que je ne voulais pas prendre le risque de perdre de l'ancrage en haut à gauche. Donc, une fois que j'ai logé ma canine, que j'ai ouvert l'espace pour ma 22, j'ai pu enlever l'arc de Nance. Et en bas, j'ai mis un arc lingual, j'ai fait mes extractions et j'ai laissé naturellement mes dents dériver. Et c'est qu'une fois que mes canines ont reculé, que j'ai enlevé mon arc lingual. C'était simplement là aussi pour renforcer mon ancrage. J'ai bien sûr bracté aux 2 arcades, utilisé une mécanique de classe 3, des élastiques verticaux et en contention, un fil collé en bas et une gouttière thermoformée en haut. Alors, me voilà les premiers mois du traitement.
Et regardez déjà à l'arcade maxillaire. J'ai pu, de par mes extractions, bracter, mettre un ressort qui m'a poussé ma 23 vers l'arrière, qui m'a poussé mes incisives vers le milieu et donc qui m'a ouvert l'espace pour la 22. De l'autre côté, j'ai mis, comme ce que je vous ai montré au premier cas, un lace back pour reculer en même temps ma 14 et la 13. Et lorsqu'elles reculaient, elles ont été suivies par les incisives sous l'effet du ressort. Et une fois que j'ai ouvert l'espace, je devais ramener la 22. Et regardez que comment le bracket de la 22 est collé inversé. Pourquoi? C'est pour ramener ma racine en vestibulaire. Parce que si vous n'inversez pas le bracket, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, quel que soit ce que vous allez utiliser, vous allez appliquer une force au niveau de la couronne. Vous allez donc être loin du centre de résistance. Vous allez donc ramener la couronne et laisser la racine en arrière. Et vous allez créer ce qu'on appelle un torque différentiel. Il faut donc inverser le bracket pour appliquer un torque radiculo-vestibulaire. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le fil soit suffisamment lourd pour exprimer ce torque qui est négatif. Rappelez-vous, je suis en 18-25, je mets donc un NITI 17-25 qui va me lire presque la totalité de mon torque. Si vous travaillez en gorge 22-28 et que vous vous arrêtez, comme c'est souvent le cas en 19-25, vous allez avoir une perte de 15 degrés. Donc, je ne dis pas que vous n'allez pas ramener, mais vous n'allez pas ramener suffisamment. Donc, il faut qu'il y ait une logique dans votre thérapeutique. Si vous êtes en braquette 22-28, vous devez absolument finir en arc 21-25. À l'arcade mandibulaire, regardez ce qui s'est passé. Une fois que mes canines ont reculé, juste sous l'effet des extractions par ce qu'on appelle le drift odontique, la dérive distale physiologique, j'ai retiré mon arc lingual et j'ai pu bracter. Et regardez aussi ce qui est dans le cercle rouge, le grand avantage de la technique Alexander. Nous utilisons des braquettes qui sont des braquettes single, c'est-à-dire monoplo avec des ailettes. Regardez cette dent-là. Avec un bracket double, on n'aurait pas pu la coller. Avec un bracket Alexander, je l'ai collé distal, comme j'ai pu. Et c'est le contact du fil avec l'ailette qui a fait qu'elle va tourner. Et mieux que ça, comme le bracket est collé d'une manière excentrée, on est plus loin du centre de résistance. Donc, la distance est plus importante, du coup, le moment de rotation est plus important. Donc, non seulement on peut coller tout de suite, mais en même temps, on applique un moment qui est beaucoup plus efficace parce qu'on a un levier, d'accord, de rotation qui est plus important à cause de la distance qui est plus grande. Et ça, c'est un avantage que vous n'obtiendrez avec aucun autre bracket. Et l'autre avantage, c'est que vous allez le voir, on n'a même pas besoin de repositionner le bracket. Alors, en effet, me voici avec des arcs 17-25 NITI en haut et en bas, et j'ai commencé une mécanique de classe 3 pour contrôler sagittalement mon cas. Et regardez les vio-occlusales, regardez comment mon incisive est pratiquement corrigée et la petite rotation résiduelle va se corriger avec mon arc 17-25 NITI. Vous voyez qu'il est déformé et qu'il va complètement me corriger la petite rotation résiduelle. Donc ça, c'est un avantage que vous n'obtiendrez avec aucun autre système. Une fois que j'ai stabilisé en bas, regardez mon arcade du bas, là aussi avec une petite courbe de Spey. Rappelez-vous qu'il est hyperdivergent et donc on veut maintenir une petite courbe de Spey pour aider à fermer la béance. Et donc, je suis en train de finaliser la fermeture de mes espaces à l'arcade maxillaire et regardez ma fameuse incisive, elle est complètement corrigée. Et le bracket est toujours collé de manière excentrée. Je n'ai même pas besoin de le recorriger ou de le replacer. Me voici à la fin du traitement. J'ai replacé le bracket de la 22 parce que j'avais besoin de mieux la positionner verticalement parce que lorsqu'on applique un torque radiculo-vestibulaire, il a toujours tendance à engraisser un peu la dent. Donc, je l'ai repositionné au milieu de la dent et j'ai pu descendre la dent et la mettre dans sa position optimale et j'ai commencé des élastiques d'intercuspidation tendance classe 3. Et voilà le cas fini. Regardez l'amélioration du profil, regardez le sourire du patient.
ça change du premier jour. Maintenant, il peut sourire, il a un sourire équilibré. Alors, bien évidemment, il doit améliorer le rendu par de la cosmétique. On est en classe 1 molaire et canine, la béance est fermée, les milieux sont parfaitement centrés. Maintenant, ce patient gagnerait à aller faire des facettes pour vraiment améliorer le rendu esthétique. Mais ça, c'est au-delà de mes compétences. Regardez les vues occlusales, en haut et en bas, tout est parfaitement équilibré. Le contrôle radiologique, tout est bon. Et regardez l'incisif du bas qui a pu être maintenu dans sa symphyse. Avant et après. Est-ce qu'on a rendu service au patient? Bien évidemment, je pense que j'aurais refait les choses exactement de la même manière. Quatrième point qui doit nous inciter à tenter un camouflage. Alors, c'est aussi bête, entre guillemets, que ça, c'est lorsque le patient refuse la chirurgie. Nous n'avons pas le droit de l'obliger à faire de la chirurgie. À condition, bien évidemment, qu'on ait la possibilité d'améliorer la situation. Et là aussi, on va lui dire, c'est très bien, vous avez refusé la chirurgie, on va améliorer la situation. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. Mais vous allez voir que des fois, ça dépasse nos espérances. Bien sûr, si c'est un cas où vous ne pouvez absolument rien obtenir, il faut dire non. Mais si on a la possibilité de compenser, on compense. Et des fois, on a de bonnes surprises. Et c'est le cas de Selima, qui est venue me voir à 24 ans, dans cette situation. Regardez son visage, elle a un visage qui est long, encore une fois un décalage vers la gauche, elle est en classe 3, elle a une aplasie du maxillaire, et regardez ses dents, elle est en full classe 3 à droite, elle est en classe 1 canine à gauche avec une classe de molaire. Vous allez voir qu'on lui a retiré les 14 et 24 quand elle était jeune, et c'est probablement ça qui a dû aggraver la classe 3. Je pense qu'il y avait un facteur héréditaire, mais ça a aggravé la classe 3. Regardez la déviation vers la gauche de la mandibule, regardez l'articulé inversé de la 22. Donc elle avait tout pour que ce soit un cas chirurgical. Remarquez également la compensation des incisives inférieures. Donc, elle avait vraiment tout pour que ce soit chirurgical. Et lorsque je l'ai vue, je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, votre cas est chirurgical. Et elle m'a dit, il n'en est pas question. Moi, je ne me fais pas opérer, je ne veux pas, et je n'ai pas les moyens de me faire opérer. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai senti que je pouvais améliorer la situation, et je lui ai dit, c'est très bien, je le fais à une condition, que vous m'aidiez. Vous devez coopérer avec moi parce que vous allez avoir beaucoup d'élastique à mettre. Et elle m'a dit, c'est très bien, je marche avec vous. Et je pense qu'en 20 ans ou 22 ans de cabinet privé, j'ai rarement eu une patiente qui a été aussi coopérante, aussi parfaite en termes de patients à tous les niveaux. Et vous allez voir que le résultat envahit la chandelle. Alors, voici les vues occlusales. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais une petite asymétrie également au maxillaire, avec le haut qui était très légèrement dévié vers la droite, et la 16 était condamnée, il fallait l'extraire. Et vous remarquez qu'il y a l'absence des 14 et 24. Donc non seulement j'avais le bas qui était dévié à gauche, mais j'avais le haut qui était dévié à droite. Et vous remarquez également une racine résiduelle de la 46. Donc j'avais également un petit espace en bas à droite, en sachant que le bas était dévié à gauche. Donc ça va me donner la possibilité de me recentrer un peu vers la droite. Voici la radio, donc rien à signaler, tout est bon. Et elle avait également, et on peut le voir sur la radio, non seulement la racine de la 46 qui était là, mais on comprend aussi que la 36 a été extraite, puisqu'on voit bien que c'est bien la 37 et la 38 qui sont légèrement versées. Sur la téléradio, on voit cette belle mandibule encore une fois, avec la classe 3 squelettique. Si on trace la OBO, vous allez voir qu'elle a une belle classe 3. Donc, classe 3 squelettique hyperdivergente, classe 3 canine, à droite, classe 1 à gauche, les milieux du bas déviés à gauche, le haut dévié à droite, les 14-24 étaient absentes, de même que la 36-46, on avait la 16 qui était compromise, condamnée, béance, on était la 22 en articulé inversé, et toute la mandibule qui était déviée à gauche avec un profil prognatique. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas d'extraction, pas de chirurgie. J'ai bracté l'arcade maxillaire, la 16 a été extraite et j'ai ouvert l'espace de la 16. Puisque j'avais une déviation du haut vers la droite, j'ai ouvert l'espace de la 16, ce qui m'a permis de recentrer un peu mes milieux en haut
et de corriger un peu plus ma classe 3. J'ai symétrisé mes canines. J'ai au fait triché quelque part parce que l'espace à la fin va être plus important que pour une molaire. Elle pourrait mettre 2 prémolaires. Donc, j'ai ouvert l'espace. En bas, j'ai fait du stripping. J'ai fermé l'espace résiduel de la 46. J'ai utilisé, bien sûr, une mécanique de classe 3 asymétrique. Et une fois que j'ai fini, j'ai mis une gouttière thermoformée en haut et un fil collé en bas. Et normalement, elle était censée placer des implants en place de 16. Alors, me voici à l'arcade maxillaire avec un 17-25 Nitti. D'accord. Une fois que j'ai aligné, j'ai corrigé la position de ma 22 et vous voyez un ressort pour ouvrir l'espace. Donc, le fait de ramener, de mésialer ma 13 me permet de réduire déjà un peu ma classe 3. J'ai tout de suite placé un arc de stabilisation en 17-25 acier à l'arcade maxillaire. À l'arcade mandibulaire, j'ai aligné tout de suite en supportant par des élastiques de classe 3. J'ai strippé, j'ai fermé les petits espaces. Je suis en arc de transition. Voici les vues occlusales et vous voyez que l'espace de la 16 a été élargi. C'est pour mettre 2 prémolaires plutôt qu'une molaire. En bas, je suis en train de bientôt fermer les petits espaces résiduels de la 46. Je vais mettre une chaînette avec des petits élastiques. Et une fois que j'ai stabilisé et que j'ai fermé tous mes espaces, j'avais toujours ma discordance transversale. J'ai donc mis mes fameux élastiques croisés antérieurs qui sont très efficaces pour venir ramener les milieux les uns devant les autres et surtout repositionner ma mandibule vers la droite. Et la voici à la fin du traitement. Regardez ce beau sourire que je trouve vraiment magnifique. Il est radieux, il est plein, il occupe toute la bouche, il n'y a pas de zone d'ombre, ce qu'on appelle les fameux triangles noirs, les zones d'ombre qu'il y a à l'angle de la commissure. D'accord. Et puis regardez le profil. Est-ce que, avec de la chirurgie, j'aurais obtenu un meilleur profil? Je ne pense pas. Et franchement, je remercie cette patiente d'avoir refusé la chirurgie. Vous allez comprendre. Voici le résultat final. Je suis en parfaite classe 1, droite et gauche. Bien sûr, je suis en classe 2 molaire thérapeutique, puisqu'elle avait des prémolaires qui manquaient. Ça, c'était le postulat du début du traitement. Les milieux sont très légèrement décalés. C'est le mieux que j'ai pu obtenir. Et je pense que vu la classe 1, droite et gauche, il devait y avoir une légère disharmonie dentodentaire. Mais là, on doit être à 1 mm de décalage, qui n'est pas cliniquement significatif, mais c'est le meilleur et le mieux que j'ai pu obtenir. Et croyez-moi qu'elle a mis ses élastiques. Voici les vues occlusales. Donc, elle est prête pour placer des implants en place de 16 et le bas est parfaitement aligné. Vous remarquerez aussi que j'ai gardé exprès les secondes et troisième molaires légèrement versés parce qu'on était chez un patient hyperdivergent pour maintenir cette courbe de Spey. Voici les radios. Et regardez le torque de l'incisive supérieure qui est dû à la lecture du torque par l'arc full size, mais également au jeu des élastiques. Et ça, c'est venu supporter ma lèvre supérieure. Si on rajoute à ça le stripping et le repositionnement léger de la lèvre inférieure, on harmonise le profil. Et c'est exactement ce que j'ai eu à la fin. Regardez avant et regardez après. Sincèrement, je ne pense pas que, malgré la lourdeur du protocole chirurgical, je puisse obtenir un résultat meilleur que celui-là, qui est le fruit de la compensation dentoalvéolaire. Donc, à la fin, j'étais vraiment très content. Et quand je vous disais que souvent, on a de bonnes surprises, c'est vraiment le cas. Parce que, imaginons que je l'ai convaincu de faire de la chirurgie, je ne sais pas comment aurait été son profil. Et croyez-moi que quand vous la voyez dans la rue, cette fille, elle est extrêmement jolie. Elle est très grande de taille, elle est très, très élégante. Et regardez le résultat 4 ans après. Regardez. Elle a changé de coupe de cheveux, elle a changé de couleur de cheveux, mais elle est toujours aussi jolie. Elle a toujours un sourire aussi stable et équilibré. Et regardez ce qui est impressionnant, c'est que l'engrainement est meilleur. Il était déjà très bon à la fin de mon traitement, mais la nature, vous savez, elle nous aide souvent. Donc j'ai dû, je pense, avoir un peu de chance et mettre les dents dans de telles positions que la nature a pris le relais, elle a vraiment finalisé. Elle a une très belle occlusion aujourd'hui, alors qu'elle n'a même pas placé ses implants et que les dents sont censées bouger. Elle a continué à mettre sa gouttière et l'engrainement a été meilleur. Donc, c'est vraiment, vraiment un cas que je trouve réussi et je trouve que cette patiente-là mérite ce résultat. Et enfin, le dernier cas et le dernier facteur pour lequel vous pouvez faire de la compensation,
c'est lorsque vous avez une certaine catégorie de patients qui ont un profil qui est très équilibré, qui est bon, où vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a une classe 3. Mais quand vous ouvrez la bouche, vous trouvez autre chose. Et c'est le cas de Myriam, qui est venue à l'âge de 26 ans, et regardez cette patiente-là. Alors, de face, encore une fois, elle a une petite latérognathie à droite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tous ces cas de classe 3 sévères sont accompagnés d'un problème vertical. Vous remarquerez qu'ils sont tous hyper divergents et souvent avec un problème de latérognathie. Mais regardez ce profil. On dirait qu'il est dessiné au fusain. Tracez la ligne esthétique qui passe par le milieu du nez et le menton et vous trouverez que les lèvres sont parfaitement positionnées. Si on voit uniquement l'étage inférieur, cette patiente-là, on est loin d'imaginer qu'elle présente une occlusion comme celle-ci. Et pourtant, c'est ce que j'ai trouvé en bouche. Alors, elle a un bout à bout antérieur, une béance verticale puisque le recouvrement ne dépasse pas 1 mm. Elle a un déficit transversal, une béance postérieure avec une langue, regardez, qui vient s'insinuer à gauche. Elle a tendance à positionner sa langue à gauche. Et ce qui n'arrange pas les choses, regardez la forme d'arcade maxillaire qui signe une langue qui travaille en bas et qui ne fait pas du tout, ou qui n'a pas fait en tout cas son travail de croissance au maxillaire, avec l'absence de la 36 et l'absence de la 46-47. Et la 45, qui n'a rien trouvé d'autre à faire que d'aller se balader en distal et de provoquer une rotation. Et vous allez voir que ça va compliquer la situation. Radiologiquement, regardez sur la télé d'abord la divergence. Elle a un profil qui est parfait, mais regardez surtout l'édentement. Regardez la fonte osseuse. Regardez le niveau de l'os au niveau de la 45. Et les traitements canalaires. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? Lui dire, on va vous opérer? Honnêtement, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, no way, pas question. Et puis, je n'avais pas tellement envie de lui dire ça, parce que regardez son profil. Comment aurait été son profil si on avait opéré juste pour l'occlusion? Je ne pouvais pas prendre ce risque. D'abord, elle ne voulait pas. Et puis, je ne pouvais pas prendre ce risque. Imaginons qu'elle ne s'aime pas. Dans quelle galère elle allait être, et moi avec elle. On est donc face à une classe 3 hyper divergente. On était plus ou moins en classe 1, canine droite et gauche. Bout à bout antérieur, béance postérieure, arcade maxillaire en forme de V, des molaires absentes. La 45 en rotation et en position distale. Elle avait également une étiologie linguale, comme vous avez vu sur la photo, uniquement du côté gauche, mais un profil équilibré. J'ai donc fait un traitement sans extraction, sans chirurgie. J'ai bracté mon arcade maxillaire et je l'ai remise en forme uniquement avec mes arcs. En bas, il fallait que je repositionne donc du stripping. J'ai utilisé une mécanique de classe 3, mais j'ai également légèrement repositionné parce que j'avais de la place. Rappelez-vous, la 36 n'était pas là et j'avais de la place entre ma 45 et ma 44. Donc, je me suis appuyé, vous allez le voir, sur ma 45, non seulement pour la ramener, mais pour ramener également le secteur antérieur vers l'arrière. Et puis ensuite, j'ai mis des fils collés et il fallait qu'elle place des implants qu'elle n'a jamais placés d'ailleurs. Alors, regardez. Je braquette et je mets tout de suite mon 0,16 Nitti. Et il y a une chose que j'aime souvent montrer, c'est que lorsque nous avons des incisives en rotation sur les arcs en Nitti, très souvent l'arc en Nitti n'est pas suffisant pour corriger ces rotations. Surtout si on a des incisives avec des racines triangulaires. Et ça, on ne peut pas le savoir. Vous mettez votre Nitti, vous l'activez 2 mois, 3 mois, la rotation ne se corrige pas. Donc pour cela, je vous recommande de mettre ce qu'on appelle des chaînettes de rotation. Vous placez votre chaînette de manière à mettre un nœud du côté de la rotation. Vous passez en arrière de votre dent et vous venez accrocher sur votre braquette et vous allez créer un couple de force qui va corriger la rotation. Alors, un peu plus tard dans le traitement, regardez comment mon arcade maxillaire, déjà, elle s'est développée toute seule. Et regardez l'arcade mandibulaire, j'ai des espaces. Pourquoi? Parce que dès que j'ai bracté, j'ai strippé et j'ai mis des élastiques de classe 3. Donc, j'ai pu avoir un déplacement de mes dents vers l'arrière, ce qui m'a donné des espaces. Donc, j'ai pu, juste après mon Nitti, mettre un 0,16 acier avec de la chaînette pour fermer et rabattre mes incisives. La 45, je ne l'ai pas prise tout de suite parce que le Nitti n'allait absolument rien faire. Il allait se déformer, la prendre en charge, mais aucun mouvement parce que je n'avais pas de support postérieur. Voici les vues occlusales. Regardez la mise en forme de mon arcade maxillaire.
Et à la mandibule, regardez comment je suis en train de fermer les espaces que j'ai créés par le stripping et le jeu des élastiques de classe 3. Un peu plus tard dans le traitement, j'ai toujours mon 17-25 Nitti, mais regardez par contre ce que j'ai à la mandibule. Il fallait que je commence à prendre en charge ma 45, il fallait que je l'ingresse, que je lui fasse faire une rotation et que je la ramène en mésial. J'ai donc utilisé un 0,16 acier à boucle, ce qu'on appelle une mécanique old school. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire avec des arcs en acier avec boucle que vous ne pourrez pas faire avec le Nitti. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens, j'ai mis ce qu'on appelle une boucle delta. Cette boucle delta, je l'ai façonnée de manière à ce que la jambe distale soit plus courte que la jambe médiale. Les deux jambes sont jointives, mais là, elles ne sont pas jointives. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la boucle pour venir prendre en charge la 45, donc elle va agir comme une boucle de fermeture. Le fait que la jambe distale soit plus courte, je la remonte pour la mettre dans le bracket, donc elle va m'engraisser. Donc déjà, avec la même boucle, j'engraisse et je ramène. Mais ce n'est pas suffisant parce que le bras qui rentre dans le bracket de la 45, regardez, c'est ce qu'il y a en pointillé. Je le mets complètement en vestibulaire. Donc, je l'active pour qu'il rentre dans le bracket, il va se désactiver, il va me créer un moment. Donc, c'est une boucle 3 en 1. J'engraisse, je ramène et je corrige ma rotation avec un 0,16 à boucle. Donc, ça, c'est de l'orthodontie. C'est ce qu'il faut que vous sachiez faire. Une fois que je l'ai plus ou moins ramené, j'ai continué avec un arc 16-22 acier à boucle pour repositionner toutes mes incisives. Donc, j'ai agi avec ma 45 comme si c'était une molaire. Pardon. Et avec cet arc, je recule dans l'espace de la 36 et en même temps, je travaille de manière réciproque. Je recule le bloc antérieur et je ramène la 45. Me voilà avec mon arc de finition en haut. J'ai fermé mes espaces et j'ai bien sûr ma fameuse mécanique de classe 3. Et voilà le résultat final. Regardez ce beau sourire et regardez ce profil qui n'a pas changé. Est-ce qu'il fallait opérer? Prendre le risque de modifier ce profil? Je ne le pense pas. Regardez le résultat occlusal, plus de béance, plus de bout à bout, plus de problèmes transversal, un bon engrainement à droite. Par contre, à gauche, je n'ai pas réussi à obtenir un engrainement comme à droite. Pourquoi? Malgré tous les élastiques qu'elle a portés, à chaque fois qu'elle arrêtait, la langue s'insérait et elle me provoquait cette petite béance. Donc, quand j'ai débagué, j'avais un contact. Le temps de mettre la gouttière, de débaguer en bas et de prendre les photos, la langue m'avait réouvert la petite béance. Mais vous allez aller voir le cas plusieurs années après. Regardez les formes, les vues occlusales, là, l'arcade mandibulaire qui est beaucoup plus ovoïde, beaucoup plus équilibrée, et l'arcade maxillaire, mandibulaire aussi. Et bien sûr, vous remarquez un espace entre la 45 et la 46. Parce que cette 45, je savais qu'elle était un peu compromise. On le savait dès le départ. Avec son paro, on savait qu'elle avait un pronostic qui était faible. Et là, j'ai discuté avec la patiente. Je lui ai dit, tu sais, on peut tout de suite l'extraire. Et ça va me faire du travail en moins. Mais je pense que ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'en m'appuyant dessus, je vais repositionner. Donc, j'ai un appui sur lequel je peux me repositionner. D'accord? Sur lequel je peux m'appuyer pour faire entrer les dents. Et au pire, tu vas la garder 1 an, 2 ans, après tu l'enlèves. Et tu mettras un implant. Mais au moins, tu la gagnes pendant 1 ou 2 ans. D'accord? Alors, quand j'ai fini, je lui ai donné une gouttière à mettre en bas aussi et en haut. Mais elle ne les a jamais mises. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Et à chaque fois qu'elle mettait la gouttière, ça lui donnait envie de vomir. Donc, ça aussi, ça n'a pas aidé pour maintenir la prémolaire en place. Voilà les radios. Regardez le pronostic de la prémolaire en fin de traitement. Il y avait presque plus d'os. Mais ce n'est pas grave. Je l'ai utilisé en sachant que de toutes les manières, à un moment, elle allait la perdre et qu'elle devait mettre ses implants. Regardez la téléradiographie de profil, les incisives qui sont parfaitement équilibrées. Regardez, avant, après. Est-ce que ça valait le coup? Bien sûr que ça valait le coup. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Bien sûr, c'est un traitement de compromis.
Mais vous savez, c'est quoi ma définition d'un traitement réussi? C'est un traitement où on respecte les objectifs qu'on a déterminés en début de traitement en accord avec le patient. C'est ça un traitement réussi. Il ne s'agit pas de vous déterminer des objectifs ou de vous fixer des objectifs qui sont inatteignables et ne pas les atteindre. Ça, c'est un échec. Par contre, vous fixez des objectifs raisonnables dans la mesure de vos possibilités thérapeutiques, de la situation du patient et du désirata du patient, et vous les atteignez, ça, c'est un traitement réussi. Donc, ce cas, à tous les niveaux, il est acceptable. C'est du compromis acceptable. Mais c'est le prix à payer pour éviter la chirurgie et garder ce profil. Et puis, regardez là 2 ans après. Regardez. Toujours son beau sourire. Toujours son très joli profil. D'accord? Et regardez, le traitement est stable. Ça n'a pas bougé, alors qu'elle n'a même pas été mettre ses implants. Elle a eu un enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et regardez la béance du côté gauche. Est-ce qu'elle s'est aggravée? Pas du tout. Là aussi, la nature a fait les choses. J'ai même l'impression qu'elle s'est légèrement réduite. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Des fois, la nature est gentille, la langue est gentille. Donc, ça me conforte dans mon idée que ça valait le coup de le faire sans chirurgie. Et avant de finir, je dirais que essayer et ne pas réussir, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Et dans tous les cas que je vous ai montrés, j'ai essayé et nous avons réussi. Donc, à chaque fois que vous en avez la possibilité, essayez. Si le cas est définitivement chirurgical et vous avez les critères pour ça, optez pour la chirurgie. Si vous pouvez faire de la compensation et que vous pensez que c'est bénéfique pour le patient, faites-le, vous gagnerez toujours. Je vous remercie pour votre attention et je suis à vous pour la session des questions-réponses. Alors, merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. Pour les questions, je vais commencer. Ça va, tu me vois, petit Hel? Oui. C'est bien, on a fait 1h15. C'est très bien. C'est bon, tu me vois? Oui, docteur. Très pour bien. les questions. J'espère la que technique ça a été linguale intéressant. plus l'Invisalign. Pardon? Oui, ça a été très, très intéressant. Même les cas Merci cliniques. beaucoup. Ça a été Merci. très, très intéressant, docteur. Merci. Il y en a Mohamed qui dit est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale sur l'Invisalign et la technique linguale? C'est vraiment la question qu'il ne fallait pas poser, mais je vais y répondre. Et je vais répondre très sincèrement. L'orthodontie linguale aujourd'hui est une orthodontie d'excellence en orthodontie. Ça demande une expertise particulière, ça demande une formation et ça demande une phase de laboratoire qui est maîtrisée. On ne peut pas faire aujourd'hui d'orthodontie linguale sans qu'il y ait un laboratoire. Alors, ça peut être avec du CAD/CAM, ça peut être un montage avec des setups manuels, mais on fait un collage indirect et donc pour cela, ça demande une phase de laboratoire qui est partie intégrante de la technique. D'accord? Donc, il faut non seulement maîtriser ces étapes de laboratoire pour monter l'appareillage, mais aussi, il faut en tant qu'orthodontiste connaître la mécanique, avoir l'habitude de travailler en lingual, avoir confiance en soi. Il y a des particularités que je n'ai pas le temps de détailler. Mais quand vous vous impliquez dans l'orthodontie linguale, lorsque vous le faites régulièrement, moi je le fais depuis 13 ans régulièrement, d'accord, on arrive à obtenir de très bons résultats en technique linguale. D'accord. Après, c'est plus difficile, c'est moins rentable financièrement qu'un traitement vestibulaire, mais je pense que ça nous permet de nous positionner dans l'élite de l'orthodontie. Et puis surtout, on peut tout traiter avec l'orthodontie linguale. D'accord? Alors, Invisalign, c'est autre chose. Oui. Alors, Invisalign, c'est autre chose. Invisalign, c'est une marque d'un concept qu'on appelle les aligneurs. Ce sont des gouttières qu'on change en fonction des marques chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines et qui vont déplacer les dents de proche en proche. La grande différence, c'est qu'il y a beaucoup, je dirais une majorité de traitements qu'on ne peut pas faire
avec les aligneurs, avec Invisalign. Il y a des mouvements que le plastique ne peut pas faire. La dernière étude qui est sortie sur le sujet a été publiée dans l'IGO en juillet 2020 et qui a montré qu'en moyenne, la prédictibilité du mouvement obtenu par un aligneur était de 50%. Ça veut dire que vous avez des mouvements que vous ne pouvez même pas obtenir à 15 ou 20% et que le mouvement le mieux contrôlé est obtenu à 55 ou 60%. Donc vous imaginez, vous utilisez une technique que vous ne maîtrisez pas parce que tout dépend du laboratoire et vous dites à votre patient, on a 50% de chance pour réaliser les mouvements. D'accord? Moi, personnellement, je ne suis pas pour. La deuxième chose, c'est qu'une étude également publiée dans l'IGO, et toutes ces études sont disponibles, a montré que même les meilleurs cas obtenus par Invisalign sont très loin des standards minimums exigés pour être certifiés par le Board américain des orthodontistes. Donc, lorsqu'on compare les critères de finition avec du multibag et avec Invisalign, on est très très loin. Avec Invisalign, on ne peut pas atteindre les mêmes critères de finition de qualité qu'avec du multibag. Il y a beaucoup de marketing autour de cette marque. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est probablement réservé pour des cas d'adultes avec des petites rotations, des choses très très simples. D'accord? Et dès qu'on rentre dans de l'orthodontie complexe et qu'on veut respecter les critères de finition, de stabilité, d'équilibre, etc., Invisalign, ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a un décalage énorme entre ce qu'on vous montre dans un écran et la réalité. La technologie n'est pas la biologie. D'accord? Je ne vais pas m'étaler. Tout le monde sait ce que je pense. Il y a des preuves scientifiques. Et pour résumer, aujourd'hui, il n'y a pas une preuve scientifique que Invisalign marche. Parce que montrer des cas, ça ne veut pas dire qu'une technique marche. Il faut qu'il y ait des études randomisées. D'accord? Il faut qu'on soit dans la preuve scientifique. D'accord? Mais ça, ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion d'un certain groupe d'orthodontistes qui essaient de promouvoir de l'orthodontie de qualité. Alors qu'avec l'orthodontie linguale, on peut tout faire. Ça, c'est vraiment le plus haut standard de qualité, à mon avis, aujourd'hui. C'est l'orthodontie linguale, quand elle est bien faite. Il y a autre question. Lorsque la classe 3 est héréditaire, est-ce qu'on doit commencer tôt par un masque de Delair? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question sans voir le cas. Il est évident que lorsque la classe 3 est héréditaire, c'est là où il faut dire au patient, on a une mandibule qui est programmée pour grandir, on va essayer de la rattraper. Et même si on finit, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une récidive parce que c'est programmé. Donc oui, si on pense qu'un masque de Delair fait l'affaire, bien sûr. Et personnellement, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement et presque dans tous mes cas de classe 3. Le masque de Delair est un dispositif qui aide énormément dans le cas de classe 3, que ce soit d'ailleurs une classe 3 héréditaire, une classe 3 d'ordre fonctionnel. Sauf que quand elle est fonctionnelle, il faut éliminer la cause. S'il y a une pulsion linguale, il faut l'enlever. S'il y a une respiration buccale, il faut l'enlever. S'il y a beaucoup de choses, d'accord? Il faut bloquer cette langue et on met effectivement un masque de Delair pour essayer de rattraper la classe 3. Après, le masque de Delair sera utilisé différemment au niveau de sa traction élastique en fonction qu'on est hyperdivergent, hypodivergent. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, le masque de Delair, moi, je le recommande à chaque fois qu'on peut l'utiliser. L'autre question, comment faire pour vestibuler les dents supérieures plus que la normale? Alors, déjà, il faut les vestibuler selon une certaine limite. On a vu qu'il ne faut pas que l'incisive dépasse 120 degrés. Eh bien, quand on met un masque de Delair, ça vestibule un peu les incisives. Lorsqu'on met une mécanique de classe 3, ça vestibule un peu les incisives. D'accord? Et puis, il faut surtout utiliser des arcs lourds qui vont lire le torque au niveau de l'incisive. Alors après, il y a une autre théorie de gens qui disent que justement pour éviter de vestibuler, il faut inverser le bracket pour créer un torque radiculo-vestibulaire pour, au lieu d'avoir une compensation comme ça, on essaie d'avoir une compensation comme ça, pour qu'à la fin, non seulement on ramène le maxillaire vers l'avant, mais on rabat un peu les incisives pour avoir un angle plus droit qui va mieux bloquer.
D'accord? Sauf que pour ça, il faut avoir de l'os en avant. Il faut faire très attention pour ça. Mais pour vestibuler, vous mettez votre séquence d'arc, vous mettez votre mécanique de classe 3, vous allez vestibuler. Pour le cas de Hiba, 13 ans, le traitement a pris combien de temps? 2 ans et demi, aux alentours de 2 ans et demi. Et il y avait une question au début de live. Comment vous voyez l'avenir de l'orthodontie? Alors, ça rejoint un peu la question sur Invisalign. Je pense que l'avenir de l'orthodontie doit tourner autour de ce qui a fait que les pères de l'orthodontie ont travaillé et nous ont légué pendant les 50 dernières années. La physiologie du déplacement dentaire ne change pas en fonction de l'appareil utilisé. On vit malheureusement une époque où le marketing a pris le dessus sur la science. Et on vient aujourd'hui vous dire, vous savez, vous mettez telle braquette, vous n'avez plus besoin de faire d'extraction. Vous utilisez tel appareil, vous n'avez plus besoin de faire de disjonction. Vous faites ceci, ça va marcher tout seul comme par magie. Tout ça, c'est de la publicité mensongère. Il y a des règles qui sont connues, reconnues, qui sont les fondements de l'orthodontie. Les dents ne savent pas avec quoi vous les déplacez. Si vous faites de la vestibuloversion, ça va récidiver. Si vous faites de l'expansion canine, ça va récidiver. Si on a 12 mm d'encombrement, vous pouvez utiliser les appareils que vous voulez. Si vous n'extrayez pas, vous allez faire de la vestibuloversion et vous allez faire sortir vos dents de l'os et ça va récidiver et ça sera une catastrophe parodontale. Il faut aujourd'hui avoir une orthodontie qui est conditionnée par les objectifs et par les critères de finition, qui sont les critères de stabilité, les critères esthétiques, les critères parodontaux, et non pas une orthodontie orientée sur le marketing, ce qu'on appelle marketing-driven orthodontics. Il nous faut du evidence-based orthodontics, de l'orthodontie basée sur la preuve. Et si je vous montre la pyramide de la preuve, qu'est-ce que vous avez en bas de la pyramide, c'est-à-dire ce qui ne vaut rien cliniquement? C'est lorsqu'on vous montre des cas cliniques. Moi, les cas cliniques que j'ai montrés ne sont pas des preuves. Ce sont des choses qui ont marché pour moi, mais ça n'en fait pas une vérité scientifique. Ce qui fait une vérité scientifique, c'est lorsque vous faites des études randomisées en double aveugle, c'est lorsque vous faites des méta-analyses. C'est ça qui fait que vous avez une preuve. Lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, Kerr dit que lorsque vous avez un ANB inférieur à -4, le cas chirurgical, ce sont des études scientifiques randomisées. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui travaille pour une compagnie, qui est payé par une société qui vend du matériel et qui vient vous dire, vous savez, ce bracket, vous mettez, vous allez faire ça, vous allez faire ça, ça n'a aucune valeur. Ça n'a absolument aucune valeur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'utilisent toutes les techniques, malheureusement. Donc, il faut savoir s'extirper de ça, avoir un sens critique, un sens clinique aussi, mais un sens critique pour aller chercher la preuve là où elle est. Il faut être des evidence-based clinicians. Sinon, on va être simplement des aligneurs de dents. Et n'importe qui peut le faire. Vous savez, en parlant d'Invisalign, Invisalign, ils ont des boutiques aux États-Unis. Vous rentrez comme dans un supermarché, on vous scanne, aucun dentiste ne vous voit et on vous envoie vos aligneurs. Est-ce que c'est ça l'orthodontie qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est pour ça qu'on trime? Vous savez que Invisalign font leur plus grand chiffre d'affaires avec les dentistes généralistes, pas avec les orthodontistes. D'accord? Donc, il faut sortir de ce marketing. Il faut sortir. Nous avons un devoir moral vis-à-vis de nos patients. Ils nous payent cher, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, leurs dents, celles de leurs enfants. On n'a pas le droit de leur faire n'importe quoi. Nous devons leur faire ce qu'il y a de mieux. Et pour ça, il y a des règles qui sont connues, reconnues, prouvées scientifiquement. Il faut les respecter. C'est comme ça que je vois, moi, l'avenir de l'orthodontie. Alors, on nous parle de l'intelligence artificielle, que ça va remplacer les orthodontistes. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que si un jour ça les remplace, ça les remplacera au détriment de la qualité. Rien ne peut remplacer le sens clinique, rien ne peut remplacer le contact humain. La technologie, c'est très bien. Il faut l'utiliser quand il faut. Lorsqu'on utilise, par exemple, des arcs nitides thermiques qu'on refroidit et qui deviennent mous et qu'on peut les insérer tout de suite au début du traitement lorsqu'il y a des encombrements pour mieux contrôler, ça, c'est de la bonne technologie. Mais de la technologie, soi-disant parce qu'on va la mettre dans un bracket autoligaturant qui s'ouvre et qui se ferme, ça n'apporte rien.
aucune preuve scientifique de l'efficacité ou qu'on extrait moins dedans, etc. Tout ça, il y a uniquement la preuve du contraire. Donc, il faut chercher, si vous voulez faire de l'orthodontie de qualité, là où il y a l'evidence-based. C'est comme ça que vous allez faire de l'orthodontie de bonne qualité pour vous et pour votre patient. Pour les élastiques asymétriques de classe 3, est-ce que c'est mettre dès le début de traitement ou bien dans quelle étape? Les élastiques. C'est-à-dire lorsqu'on les met uniquement d'un côté? Oui. Généralement, quand j'ai des classes 3 et que je braquette le bas, tout de suite, je mets des petits élastiques light pour contrôler mes incisives. Généralement, ils sont des deux côtés. D'accord? Ça dépend aussi du cas. Je peux les mettre courts en avant, ce que j'appelle court de fermeture. Par exemple, ils font prémolaire, latéral, canine pour non seulement aller dans le sens de la classe 3, mais également pour fermer la béance. Mais une fois que j'ai stabilisé, si je suis en classe 1 d'un côté et classe 3 de l'autre, je vais les mettre uniquement du côté où j'ai la classe 3 et ils peuvent être accompagnés d'élastiques croisés antérieurs. Tout dépend de la situation. Donc les asymétriques, on les met plutôt vers la fin. D'accord. Pouvez-vous réexpliquer le bracket inversé? Le concept de bracket inversé. Alors, lorsqu'on a des incisives latérales maxillaires qui sont en position palatine, d'accord? Imaginons qu'on ouvre l'espace, quelle que soit la manière d'ouvrir l'espace, et qu'on ramène l'incisive. Quel que soit, vous mettez un bracket, un fil, vous mettez une chaînette, vous la ramenez. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Prenons cette bouteille d'eau. Imaginons que c'est une coupe. La couronne et la racine. Vous faites ça. La couronne, elle part en vestibulaire. La racine, elle reste en palatin. Pourquoi? Parce que vous appliquez une force au niveau du centre du bracket et vous êtes loin du centre de résistance. Donc, vous avez un moment. Qu'est-ce qu'il faut après? Il faut ramener la racine. Donc, le bracket de la latérale, il y a à peu près 10 degrés d'un torque positif, c'est-à-dire d'un torque radiculo-palatin. Lorsque vous l'inversez, il devient, par exemple, moins 10, c'est-à-dire un torque radiculo-vestibulaire. Donc, lorsque vous l'inversez et que vous mettez un fil, mais un fil plein, un fil full size qui va lire l'information, avec le temps, il va vous ramener votre racine. Mais si vous mettez un fil sous-dimensionné, il ne va pas vous ramener parce que l'information de torque ne sera pas lue. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'inverser le bracket, il faut inverser le bracket et mettre un fil full size. Est-ce qu'on doit toujours traiter les carrés et informer le patient à propos des bonnes méthodes de brossage et le maintien d'une bonne hygiène avant d'entamer un traitement orthodontique? Est-ce que c'était le cas d'un traitement que vous avez réalisé, docteur? Merci, docteur. Ça, c'est la base. C'est très simple. Moi, je ne commence pas un traitement si je n'envoie pas le patient chez son dentiste et que je lui dis de traiter les caries. Après, si il traite et ne traite pas certaines, il me dit non, ce n'est pas des caries, c'est des caries arrêtées, etc. Moi, j'ai le papier de mon correspondant. Et chez les adultes, je demande aussi, bien sûr, un contrôle parodontal pour m'assurer, même si je sais qu'il n'y a pas de problème parodontal, par exemple, pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci. Et donc, quand le dentiste me dit, OK, tu as le feu vert, tu peux commencer, je commence. Bien sûr, ça, c'est la base avant de commencer, c'est clair. D'accord. Dans le cas où il y a de la croissance, vous mettez tout le temps le masque de Delair seul ou bien en même temps avec les braquettes? Non, le masque de Delair, dans ma philosophie en technique Alexander, on l'accroche sur les crochets des incisives latérales. Donc, j'ai déjà mes braquettes, je mets un arc full size et je l'accroche. Donc, maintenant, si vous avez un patient qui a 8 ans, qui a un classe 3, comme ça, vous voulez, avant de bracter, mettre un masque de Delair, bien sûr, vous pouvez par exemple faire de la disjonction et sur votre disjoncteur, mettre des crochets, étirer, ou bien vous mettez un double arc et vous mettez votre Delair sur le double arc. Ça dépend quand est-ce que vous intervenez et comment vous intervenez. Quand est-ce qu'on doit utiliser le fil TMA? Les fils TMA. Alors moi, je n'utilise pas de TMA. Alors c'est quoi le TMA? D'abord, c'est du titane molybdène. C'est un alliage qui est entre le niti et l'acier. Le problème, c'est qu'il glisse très mal et il casse quand on veut plier. Alors, je trouve en vestibulaire, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. En lingual, par contre, je l'utilise tous les jours
Pourquoi? Parce qu'en lingual, j'ai des distances interbraquettes qui sont petites, donc j'ai moins de souplesse entre les braquettes, donc je dois utiliser un arc un peu plus souple que l'acier. J'utilise beaucoup le TMA, notamment le 0,16 TMA, pour faire mes finitions. Quel type de fil tu procures avec la classe 3 et est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser le nité? Non, la séquence des arcs et le choix des fils n'a rien à voir avec la classe 3 ou la classe 2 ou la classe 1. C'est que les nitis sont des arcs qui sont souples et qui sont utilisés dès le début du traitement pour corriger les rotations. Ce sont des fils flexibles. Donc, lorsqu'on commence un traitement, on commence avec du niti. D'accord? Alors après, ça peut être du rond, du rectangulaire, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais ça n'a rien à voir avec la classe 3. Donc, on commence avec du niti pour aligner, et plus on avance, plus il faut aller sur des arcs rigides, notamment en acier. Il y a une question, je pense, qui est un petit peu avec l'orthodontie en Invisalign. Les gouttières, à quel degré peuvent-elles remplacer les braquettes? À mon avis, mais ça n'engage que moi, elles ne vont jamais remplacer les braquettes. Maintenant, si vous voulez juste aligner les dents de devant n'importe comment, mettez des gouttières et vous allez aligner, mais ça, ce n'est pas de l'orthodontie. Mais elles ne remplacent pas les braquettes. Que préférez-vous? Une contention fixe linguale, pas souvent facile à réaliser, ou bien une gouttière thermoformée, pas trop désirée par le malade? En haut ou en bas? C'est ça la question. Pas précisé. Je vous dis ce que disent les études. L'idéal, ce que disent les études, c'est une gouttière thermoformée en haut, à mettre uniquement le soir, c'est largement suffisant. On n'a pas trouvé de différence entre une gouttière portée 24 heures sur 24 et une gouttière portée le soir. D'accord? Et en bas, un fil collé. Parce que quand on met un fil collé en haut, vous avez 50% de risque qu'il casse. Donc, ce qu'on essaie de recommander, c'est fil collé en bas, gouttière en haut. Maintenant, il y a des situations, notamment chez les adultes, où on peut mettre fil collé et gouttière, ce qu'on appelle ceinture et bretelle. Mais en général, c'est fil collé en bas et gouttière thermoformée à mettre le soir en haut. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'indication. Après, on peut se déresponsabiliser. Moi, je connais des orthodontistes américains qui ne mettent pas de fil collé, qui donnent 2 gouttières aux patients et qui leur disent, vous les mettez, c'est très bien, vous ne les mettez pas, tant pis pour vous. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais bon, on essaye, nous, de nous adapter aussi à notre culture. Et donc, fil collé en bas, gouttière thermoformée en haut. Mais le fil collé n'est pas bien placé. Le fil collé, c'est une question d'expérience comme tout le reste. Hein. Il faut détartrer avant, il faut avoir de la bonne colle, un bon protocole, un bon fil de contention, et le reste, c'est très facile. Hein. Les avantages de la technique Alexander par rapport aux autres techniques en orthodontie. Ça, c'est très, très, très difficile de répondre en 2 minutes. C'est très difficile. Ce que je peux dire, c'est que c'est une technique qui est simple. Simple ne veut pas dire facile, qui est efficace, qui est reproductible, qui n'est pas chère et qui est surtout basée sur des preuves. Il y a très, très peu de philosophies orthodontiques qui sont aussi corroborées, appuyées, approuvées par des preuves scientifiques et cliniques. Mais ça, lorsqu'on fait mon cours, et j'ai formé beaucoup, beaucoup de dentistes et d'orthodontistes en Algérie, je pense qu'on le comprend. Mais c'est très difficile pour moi d'y répondre en 2-3 minutes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, je donne un webinaire. J'ai donné un webinaire pour une université indienne, pour une université en Égypte. Et j'en donne un, Inch'Allah, le 8 octobre pour la société irakienne sur la technique Alexander. Je parle un peu de qu'est-ce qu'on fait en technique Alexander. Voilà. D'accord. Ça a été tout. On a fini avec les questions. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du club dentaire de la faculté de médecine de Blida. Merci à toi. Il y avait beaucoup de gens qui ont suivi. Au début, ça a été vers les 200 personnes. Maintenant, on est 160. Super, très bien. Bravo. Bravo. Ben, J'espère que ça t'a plu et que ça a plu à tous tes amis. J'espère que vous avez appris des choses. Autre chose. Merci beaucoup
les confrères et les consoeurs d'avoir participé pour votre participation et votre réactivité, en espérant de vous revoir une autre fois pour Inch'Allah. prochaine session, peut-être des autres collaborations. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre générosité, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et très, très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au Ciao. revoir. Merci, docteur.